Bonjour à tous, bonjour Monsieur Vouillot. Je vais vous présenter ma dissertation de français sur Eugène Ionesco. Concernant sa biographie, Eugène Ionesco est un auteur de théâtre très connu au XXe siècle. Il sera né en 1909 en Roumanie euh, et euh, et partira en France car sa mère est roumaine et sa mère est française et son père est roumain. Donc partira en France et euh, fera une partie de son enfance en France. À l'âge de ses 13 ans, son père et sa mère se séparent et donc Eugène Ionesco va décider de partir avec son père en Roumanie et voilà. Ensuite, euh, Eugène Ionesco va retourner en France, euh, et donc il va faire des études de, euh, des études des études de philosophie et c'est là qu'il va devenir faire des études pour faire professeur dans les écoles de français et il va retourner encore une fois en Roumanie et nous sommes en 1938. Il y a la montée des totalitarismes et en fait Eugène Ionesco n'est plus en accord avec la politique actuelle car c'est une politique très communiste qui empêche la liberté des gens et c'est ce qui va aussi énormément l'influencer ainsi que influencer les personnes en Roumanie et dans le monde aussi. Euh, Ensuite, concernant le contexte historique, nous sommes euh, au milieu du XXe siècle. Il y a la montée des totalitarismes, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a des grandes tensions internationales, les gens sont énormément bouleversés par ce qui se passe actuellement et notamment sur la liberté d'expression. Les gens ne savent plus trop comment agir, comment parler, quoi dire en fait, parce que ils ont été supprimés de toute leur liberté pendant des années. Et concernant le contexte littéraire, alors Eugène Ionesco va créer des pièces de théâtre absurdes qui est contre les pièces de théâtre normales parce qu'il va critiquer la société, notamment la bourgeoisie moderne. Et en fait, ces pièces de théâtre sont l'inverse des pièces normales parce que il dit tout ce que les gens ne pensent pas et donc ça va faire un peu polémique. Et Eugène Ionesco va sortir en 1950 sa toute première pièce de théâtre qui s'appelle La cantatrice chauve. Et dès sa sortie, ce sera un gros flop, comme on dit. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont vouloir aller leur, dans la pièce de théâtre. Et et du coup, elle va mettre quelques temps, la pièce de théâtre, à évoluer et à faire que les gens veuillent aller dans la pièce de théâtre parce que la liberté d'expression a été tellement supprimée que les gens n'apprécient plus quand on s'en moque encore. Euh, Ensuite, durant sa vie, Ionesco va faire d'autres pièces de théâtre comme Rhinocéros, La chaise et les coins. Et il mourra en 1994 à Paris. Je vais vous proposer durant cette dissertation deux axes d'analyse. Alors mon premier c'est la peur du silence mène à l'incommunicabilité. Donc les gens n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils ont peur du silence. Et les paroles des personnes présentes dans la pièce reflètent l'état d'âme. Alors pour mon premier axe, la peur du silence mène à l'incommunicabilité. De la ligne 28 à 40, nous avons un gros texte, un gros monologue, et
J'ai trouvé que c'était de la quantité parce que le texte n'est pas assez bien proportionné. Le pompier parle pour rien dire, car il se répète, le fils de la vigneronne, l'espagnol, qui était le fils, c'est pas très pertinent. En fait, on comprend qu'il a besoin de se justifier parce qu'il a toujours besoin d'en rajouter encore plus et il a peur que s'il se justifie pas, en fait, il va manquer de. Il va rien dire et donc il y aura du silence et il a peur de ça. Ensuite, il y a énormément de points d'interrogation pour mon deuxième outil d'analyse. Il y a beaucoup de points d'interrogation, de points d'exclamation. Ça montre que les gens ne se comprennent pas, ne savent pas ce qu'il veut dire. Et, et du coup, voilà. Euh, pour mon troisième outil, j'ai choisi le prénom Marie parce que Marie, en fait, on découvre qu'il y a plusieurs Marie dans le texte et en fait, c'est la même personne et donc ils comprennent pas tellement ce qu'il veut dire et ça montre euh, qu'ils se comprennent pas. Ensuite, j'ai mis pour la ligne 17, il y a une didascalie, tombe à ses genoux en sanglotant. Euh, la ligne d'après, elle dit je vous en supplie. Donc, c'est une réplique absurde parce que euh, à la ligne d'après, elle dit il accepte, il va encore nous embêter. Si on demande quelque chose et qu'à la ligne d'après on dit on n'est pas content de ce qu'on a demandé, c'est que il y a une contradiction et donc il n'y a pas beaucoup de communicabilité, enfin ils se comprennent pas quoi. Ensuite j'ai mis de la qualité pour un coq à l'âne à la ligne 58 qui dit son chemin de fer et après comme aux cartes. Donc on dit un coq à l'âne car on parle du chemin de fer et direct après on parle d'un jeu de cartes. Donc ça montre que les gens ont besoin de dire quelque chose parce qu'ils ont peur ils ont peur que s'ils disent rien, il y aura du silence et donc ils préfèrent dire un peu n'importe quoi que des paroles sensées. Et pour mon dernier outil d'analyse, j'ai trouvé une conjonction de subordination qui est le don et le qui. Donc en fait, quand on dit don et on rajoute ça, et le qui aussi, c'est un besoin de rajouter parce on a peur de manquer, de manquer de paroles et que si on manque de paroles, forcément il y aura du silence et on n'aime pas le silence. Alors, pour mon deuxième axe d'analyse, donc les paroles reflètent l'état d'âme. Pour mon premier outil grammaticaux, en fait, on utilise dans le texte des phrases courtes. Et donc, ça montre l'état d'âme des gens, ça montre un mécanisme, parce qu'il n'y a pas d'âme dans les paroles. On dit des paroles, c'est un mécanisme, on laisse les paroles aller sans vraiment réfléchir à ce qu'on dit. Ensuite, à la ligne 60, j'ai trouvé une comparaison qui est la même qu'avant, comme aux cartes. On parle d'un chemin de fer et après on dit comme aux cartes. Et comme il n'y a pas de comparé et il y a pas de il y a le comparant comme aux cartes, mais il n'y a pas de comparer. On dit comme aux cartes, mais on parle de quoi? On ne sait pas. Donc on ne sait pas trop de quoi on parle. Pour mon troisième, à la ligne 77, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était des phrases toutes faites. Donc on parle d'une curieuse histoire presque incroyable. Et après on dit, quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. Donc il n'y a pas vraiment de lien. C'est des phrases toutes faites des gens parce qu'ils n'ont pas vraiment quelque chose à dire, quelque chose à s'exprimer. Et donc ça remonte un peu leur état d'âme. Je fais une petite parenthèse, ça montre leur état d'âme parce que, comme je l'ai dit avant, les gens ont été bouleversés durant la Deuxième Guerre mondiale et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc,
peut-être que ça crée une incertitude, une peur chez eux de manquer de quelque chose, manquer de vivre, manquer de nourriture ou des trucs comme ça, et que là ça a manqué de paroles. Donc voilà. À la ligne 84, j'ai trouvé une allitération, donc tout le temps les mêmes sons. Par exemple, euh, toujours on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Donc il y a toujours le même son qui est être qui revient. Donc on, voilà. Euh, pour mon avant-dernier temps des verbes, outils grammaticaux, j'ai trouvé le temps des verbes. On parle durant tout le texte d'une vérité de présent, qui est un présent de vérité générale. Mais on dit un peu n'importe quoi, il n'y a pas vraiment d'exactitude dans les propos, de vérification sur ce que l'on dit. Et donc, ça reflète de nouveau une fois l'état d'âme des gens qui parlent pour faire croire qu'ils parlent, pour rajouter des paroles, alors qu'il n'y a pas de fond derrière. Et pour mon dernier axe d'analyse, le sens, euh, comme je l'ai dit avant, le sens euh, de, de l'axe, euh, c'est des âmes perdues parce qu'ils demandent quelque chose, ils le supplient et même ils en pleurent en sanglotant. Et ça montre l'absurdité de ce texte. Tout ça pour raconter une histoire, on en pleure. Donc, ça montre de nouveau que l'état d'âme des gens sont bouleversés, quoi. Pour conclure ce, cette dissertation, on a pu voir que les paroles euh, des gens étaient plutôt absurdes. Il y avait, quand on parle d'absurde, on parle de, il n'y a pas vraiment de sens derrière, il n'y a pas vraiment de, de vouloir exprimer quelque chose, et que les gens dans ce texte parlent avec des mécanismes et non pas vraiment comme j'ai dit avant, encore une fois, de volonté derrière. Et si je devrais terminer par une question d'ouverture, je dirais, est-ce qu'on peut critiquer notre société actuelle de la même manière qu'on l'a critiquée auparavant, avec par exemple la cantatrice chauve? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.